Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire intitulé Séance d'analyse technique avec Valentin Offrand. Je suis Mavakala Rudimanizao, New Business Consultant chez IG Bank en Suisse et c'est avec un grand plaisir que je vais vous accompagner pour cet événement. Nous désirons que ce webinaire soit le plus interactif possible, alors n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans la section prévue à cet effet ou directement dans le chat. Valentin y répondra au fur et à mesure. Avant de commencer, voilà, excusez. Donc, avant de commencer, je vous invite à consulter cette note liée au risque du trading. Il est très important que vous en preniez connaissance. Je vous laisse donc un instant pour le faire. Avant de laisser la parole à Valentin, je vais prendre quelques instants pour vous présenter le groupe IG. Alors, le groupe a été créé dans les années 70. Il est coté sur le FTSE 250 et sa capitalisation se monte à hauteur de 3 milliards de livres sterling. Il y a plus de 2000 personnes qui travaillent dans le groupe. Et puis, nous avons des bureaux dans plus d'une dizaine de pays avec une présence dans tous les grands centres financiers à travers le monde. Je vous propose maintenant de faire un zoom sur la Suisse et donc sur IG Bank. La banque a été créée en 2014 et s'est largement développée depuis. Nous sommes au bénéfice d'une licence bancaire FINMA, ce qui veut dire que nous respectons strictement les normes les plus élevées de l'industrie bancaire et l'argent que vous déposez dans notre banque bénéficie du plus haut niveau de protection car nous sommes membres d'ESI Suisse. Nous avons deux bureaux, un à Genève, rue du Rhône, et un autre à Zurich, Paradeplatz, dans lesquels nous sommes ravis de vous rencontrer. Je vais maintenant vous présenter les avantages de traiter avec IG Bank et concrètement, pourquoi choisir IG Bank. Nous avons une palette de produits synthétiques très large et nous sommes les leaders suisses des CFD. À travers les CFD, vous pouvez traiter plus de 17 000 valeurs. En plus de ça, nous proposons une exécution de premier ordre sur votre trading. Nous avons une liquidité excellente. Nous proposons aussi des spreads et commissions à des prix très compétitifs. Et nous avons un service client réactif qui fonctionne en 24/7. Ce qui veut dire que quand nos bureaux sont fermés, il y a toujours quelqu'un de joignable pour vous aider à répondre à vos questions et ceci dans votre langue. Nous vous proposons aussi une technologie de pointe à travers notre plateforme de trading qui est aussi disponible en application mobile. Vous avez la possibilité de pouvoir vous familiariser à notre plateforme en souscrivant à un compte démo où vous pourrez aussi voir les différentes fonctionnalités que nous proposons par rapport à notre plateforme. On propose aussi d'autres systèmes d'exécution tels que L2 ou des systèmes tiers comme MT4 ou Pro Realtime. Finalement, nous avons une plateforme éducative pour améliorer les connaissances en trading de nos clients. Ceci se fait via des cours online ou des webinaires tels que celui auquel vous allez assister dans quelques instants. Si vous souhaitez tester ce service hors pair, vous trouvez toutes les infos sur la page qui s'affiche en ce moment et je me ferai un plaisir de vous accompagner lors de l'ouverture de votre compte ou pour répondre à vos questions. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux et nous y publions tous les jours une revue quotidienne des marchés. Cette revue vous permet en 2 minutes d'avoir une vue d'ensemble rétrospective sur ce qui s'est passé sur les marchés. Tous les mois, nous envoyons une chronique mensuelle à nos clients. D'ailleurs, j'invite vivement celles et ceux qui sont déjà clients chez nous à la consulter. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et je donne la parole à Valentin qui va nous partager ses connaissances sur l'analyse technique. À toi, Valentin. Oui, alors merci. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais une courte présentation. Donc, je suis Valentin Offrand, analyste des marchés indépendant. J'ai travaillé pour IG, Daily FX et voilà, et d'autres brokers. Je suis certifié d'analyse technique de l'Association internationale d'analyse technique, pardon, le CFTI, et je suis également membre de l'AFAT, qui est l'association française d'analyse technique. Donc voilà, sur le marché avec l'analyse technique. Et voilà, ce soir, j'ai le plaisir de vous faire une présentation.
de vous faire découvrir cet outil si vous ne le connaissez pas ou si vous le connaissez peu, et vous partager également une méthode d'analyse, parce qu'il y en a beaucoup de méthodes d'analyse, que ce soit d'un point de vue fondamental ou avec l'analyse technique. Donc voilà. Moi, ma manière d'analyser les marchés et de les trader, c'est un mélange entre l'analyse technique et la macro. Donc, je vais commencer par faire vraiment un tout petit résumé de ce qui se passe sur les marchés d'un point de vue macroéconomique, parce que pour moi, ça me semble essentiel ensuite pour trader les signaux de l'analyse technique. Je suis pas un analyste technique qui me contente simplement de l'analyse technique. Vraiment, je fais une combinaison des deux. Donc, ce qu'il faut comprendre depuis on va dire, le deuxième semestre de l'année dernière, c'est qu'on a un ralentissement économique qui se fait plus ou moins voir, en tout cas de plus en plus rapidement, mais on n'a pas encore vraiment de crainte de récession, bien que ça commence à arriver avec la guerre en Ukraine. Mais voilà, on est au tout début des craintes de contraction de l'économie en zone euro ou aux États-Unis. Donc, on est dans une phase de ralentissement, voire contraction, récession à venir. Cette phase-là qui dure plusieurs trimestres, qui va durer vraisemblablement jusqu'à la fin de l'année, c'est mauvais pour les actifs cycliques, donc la plupart des actifs risqués. Voilà. Et c'est bon pour les actifs refuges. Donc, c'est un contexte à garder en tête, en tout cas que moi je garde en tête pour ensuite trader sur les marchés, les analyser les signaux d'analyse technique. Forcément, si d'un point de vue macro, je suis plutôt pessimiste, bearish sur les actifs cycliques, je vais être beaucoup moins gourmand des signaux bullish sur les indices boursiers. Voilà, je vais être beaucoup plus prudent et je vais plutôt chercher des signaux de vente. Donc voilà, c'est plutôt le cas depuis le début de l'année. Pour ceux qui ont suivi mon précédent webinaire, c'était les prévisions pour l'année 2022 et j'expliquais un petit peu toute cette vue macro. Donc si vous n'avez pas vu ce point de marché, il est toujours cohérent, donc vous pouvez le regarder en replay sur la chaîne YouTube d'IG Bank et ça vous donnera une très bonne idée de ce qui va probablement se passer d'un point de vue macro et sur les actifs, sur les marchés financiers. Voilà, donc je ferme la parenthèse pour l'analyse macro et je passe à l'analyse technique. Donc comme vous pouvez voir devant vous, vous avez le graphique du S&P 500 avec des chandeliers en Enkin Hachi. Pour ceux qui ne connaissent pas les chandeliers Enkin Hachi, c'est tout simplement une méthode de calcul des chandeliers qui permet, pour pas rentrer trop dans les détails, de lisser les corps, uniquement les corps des chandeliers, pas les mèches, et ce qui permet d'avoir quelque chose d'un peu plus lisse, qui permet d'éviter quelques faux signaux. L'inconvénient, évidemment, c'est qu'on n'a pas les figures en chandelier japonais qu'on peut connaître comme les étoiles du soir, les formes en marteau, les shooting stars, etc. Tout ça ne sont pas affichés sur les graphiques Enkin Hachi. Donc, l'idéal, c'est de switcher entre les deux pour détecter des tops ou des bottoms majeurs. Mais voilà, en tout cas, si vous aimez trader un petit peu d'un point de vue swing trading ou même les tendances en intraday, les graphiques en Enkin Hachi sont assez utiles. Donc le S&P devant nous, on voit qu'on a formé dans l'idée une figure de retournement en tête et épaule. On voit ici une épaule, une tête un petit peu complexe et une autre épaule avec une ligne de coup à environ 4270 points. Donc, étant donné le contexte actuel que j'ai décrit de bearish pour les actifs cycliques, eh bien, c'est plutôt un signal qui est assez bearish et qui est à prendre en compte selon moi. Si ça avait eu lieu l'année dernière, alors que l'économie américaine a accéléré énormément, il n'y avait pas déjà, il n'y aurait probablement pas eu cette figure, mais si elle s'était formée, je ne l'aurais pas vraiment prise en compte. Voilà. Là, vu le contexte, c'est vraiment une figure qui invite à la plus grande des prudences. Ça ne veut pas dire qu'on est à l'aube d'un crack, mais
c'est crédible qu'on ait une correction jusqu'à l'objectif de cette figure qui se situe à 3800 points. Alors, le chemin n'est jamais, comment dire, ne suit jamais la théorie. On ne va pas avoir une correction en ligne droite jusqu'à 3800 points. D'un point de vue général, le marché aime toujours prendre le chemin qui fait le plus de, on va dire, de peine aux investisseurs. Celui le plus douloureux pour les investisseurs, c'est le chemin que va prendre le marché. C'est pas celui le plus facile. Donc, pour ceux qui passent bear ou pour ceux qui sont bullish, ça va être difficile dans les deux cas, à mon avis, ces prochains mois. Surtout que là, on a déjà fait une correction de entre 10 et 15% sur le S&P 500. Donc, c'est ni facile de payer les niveaux actuels, ni facile de shorter. Ce qui peut être intéressant selon moi, c'est d'attendre un rebond du RSI, parce que même en phase de correction, on a le marché qui peut être suracheté, mais par contre, il n'a pas tendance à rester suracheté très longtemps. En général, lorsqu'on est dans une tendance haussière de fond, on a le RSI qui est entre 50 et 90, 100, enfin, ça atteint jamais 100, mais on s'y approche. Et lorsqu'on est dans un marché qui est baissier, on est en dessous de 50. Donc là, on est à peu près à 50. Si on a un excès, voilà, entre 50 et 70, ça sera un niveau de momentum qui peut être considéré comme un momentum d'excès, hein, étant donné que la tendance de fond est en train de tourner à la baisse d'un point de vue macro et d'un point de vue technique également avec cette figure de retournement. Voilà. Donc, ce que je surveille, moi, à court terme, on va dire, c'est ce biseau. Vous voyez, si on a une sortie par le haut du biseau, on pourrait avoir quelque chose comme un rebond jusqu'à 4600 points. On aurait les permaboules qui seraient très contents, qui seraient en train de dire que ça y est, c'était le point bas et qu'on va avoir des nouveaux points hauts, qu'on va avoir des nouveaux records, pardon. Mais je ne pense pas qu'on dépassera les 4600. Je pense que voilà, si on a un retour à ce niveau de prix-là, parce qu'on a une bonne nouvelle sur l'Ukraine ou la Chine ou peu importe, j'ai du mal à le voir dépasser ce niveau-là. Donc, je pense que ce sera un niveau de prix intéressant pour chercher des signaux de vente. Voilà. Et si on n'a pas de rebond jusqu'à 4006 et qu'on a une poursuite de la baisse, du coup, il faut rester à la vente, viser les 4000 points sur du très court terme. Ensuite, pourquoi pas, voilà, envisager un petit rebond et ensuite une nouvelle jambe de baisse jusqu'à 3008. En tout cas, je suis baissier avec cette figure, au vu de cette figure chartiste et d'un point de vue macro. Le niveau de prix qui invaliderait, voilà, mes perspectives baissières serait un dépassement de l'épaule droite, donc un dépassement des 4600 points. Si on a un dépassement de 4600, je pense qu'on peut avoir plutôt une phase, voilà, où on va chercher les nouveaux records et qu'ensuite on ait une consolidation dans cette zone de prix jusqu'à, voilà, au moins la fin de l'été. Tant que, en tout cas, l'économie décélère et que les banques centrales normalisent leur politique monétaire, il n'y a vraiment pas de raison que le S&P dépasse ce niveau-là. Enfin, qui dépasse les 4800. Le Nasdaq, alors c'est la même configuration, globalement, et c'est un peu la même chose. La seule différence entre le S&P et le Nasdaq, c'est que le Nasdaq a beaucoup plus de valeur de croissance que le S&P 500, donc il est beaucoup plus sensible à l'évolution des taux. Et puisque actuellement les banques centrales s'apprêtent à remonter leurs taux, et qu'on a déjà le marché qui a anticipé ces hausses des taux, on voit le 2 ans américain qui a quelque chose comme 1,30, 1,40%. Donc, c'est déjà très élevé. Donc, forcément, avec cette hausse des taux, des rendements obligataires, on a les techs qui sous-performent. Donc voilà, le ZAC, il a lui déjà corrigé 20%. On a un petit rebond voilà, depuis 24 heures à peu près. Mais voilà, c'est plutôt bearish. On a un biseau à peu près similaire à celui qu'on a sur le S&P 500. Donc, même topo. Si on a une sortie par le haut, on va peut-être voilà, avoir un retour sur le niveau des 15 000. Et encore, ça me semble difficile étant donné que les taux remontent. Tant que les taux remontent, le Nasdaq va sous-performer. Mais ensuite, voilà, je pense qu'on peut largement revenir à 12 200 points d'ici les prochains mois.
Le scénario qui invaliderait mes perspectives baissières serait un franchissement voilà, des 15 500 points. Vous voyez, si on tourne dans cette zone de prix, dans ce cas-là, on aura voilà, une consolidation, mais pour les mêmes raisons que j'ai citées avant, on n'aura pas de dépassement des 16 000 points. Le Dow Jones, c'est pareil. Donc, je vais passer directement au Russell 2000 pour qu'il suive. Je sais que il est peu suivi par les particuliers. Pourtant, il est très, très intéressant. Et d'un point de vue global macro, il est beaucoup plus facile à trader que les autres indices parce que le Russell 2000 est très, très corrélé à l'activité économique américaine. Je vais vous faire voir un graphique. Pour cela, je vais passer rapidement sur la plateforme TradingView. Je vais afficher le Russell 2000. Vous voyez, et l'ISM manufacturier américain. Et là, on voit qu'on a quelque chose d'assez, comment dire, corrélé. Donc, dès qu'on a une période de ralentissement économique, un réel ralentissement, hein, pas une baisse de 1 mois de l'ISM, hein, mais vraiment des phases, parce que vous savez que l'économie évolue dans des cycles, hein, on a des cycles d'accélération et des cycles de ralentissement, voire même contraction et récession. Bah là, on est en ralentissement depuis plusieurs trimestres, comme je l'ai dit, et en période de ralentissement, on voit que le Russell 2000 est sous pression. Les seules fois où il augmente, c'est parce qu'on a la Fed qui modère son ton hawkish ou même redevient dovish, comme en décembre 2018 où elle a mis fin à la normalisation de sa politique monétaire, elle a arrêté de son quantitative tightening, voilà. Et dans ce cas-là, on avait le marché qui rebondissait. Mais sinon, les valeurs, enfin le Russell 2000, qui est composé de beaucoup de valeurs cycliques, ben forcément est très dépendant de l'activité économique américaine. Et puisqu'on est en période de ralentissement et que le ralentissement va se poursuivre presque jusqu'à la fin de l'année, en tout cas au premier, au deuxième et même au troisième trimestre, et ben les cycliques vont rester sous pression. Il n'y a pas de raison vraiment de payer le Russell 2000 d'un point de vue moyen terme. Et payer les supports dans ce contexte me semble très dangereux. Donc moi, je suis très bearish sur le Russell 2000 plus que sur le S&P ou le Nasdaq, parce que dans le S&P et le Nasdaq, il y a, enfin surtout dans le S&P, il y a des valeurs défensives, il y a beaucoup de valeurs défensives, donc ils se comportent généralement mieux lorsqu'on a des périodes de ralentissement économique. Donc le Russell, je pense qu'il faut faire, en tout cas moi ce que je cherche à faire, c'est vraiment de shorter les résistances. Je pense que si vous cherchez à shorter des indices américains, le plus facile dans ce contexte de ralentissement, c'est shorter les résistances du Russell 2000. Donc si on a un rebond un peu trop ambitieux du Russell 2000, par exemple un retour vers les 2100 points, ce sera un niveau de prix intéressant à vendre. Je ne dis pas qu'il faut shorter les yeux fermés les 2100 points, mais ces résistances-là, 2100, 2300, bon 2300, je ne pense pas qu'on retourne à ce niveau-là, mais sait-on jamais. Voilà, les résistances majeures comme celle-ci sont des niveaux de prix assez intéressants pour éventuellement passer à la vente. Voilà. Et un retour à 1750 n'est pas du tout impossible. Donc 1750, c'est quoi? C'est le top de 2018. Alors là, je ne peux pas revenir plus loin. Alors peut-être en mensuel. Hebdomadaire, ça va être un peu mieux. Voilà. Hebdomadaire, on voit le sommet de comment dire, 2018. Ensuite, on a eu le ralentissement économique. La Fed qui a mis fin à la normalisation de sa politique monétaire. On a eu rebond, mais puisque l'économie continuait de ralentir, on n'a pas eu de nouveau plus haut. Le Russell 2000 ensuite s'est écroulé au début de la pandémie, comme tous les indices, et avec la relance, l'économie qui a accéléré, qui a commencé un nouveau cycle, et ben on a eu un nouveau bull market qui a duré un peu plus d'1 an. Voilà, donc là c'est un peu le même topo, hein, c'est consolidation, même correction, tant que la Fed ne pivote pas sa politique monétaire, enfin ne redevient pas dovish, ou que l'économie ne réaccélère pas. Voilà. Si on n'a aucun de ces deux facteurs, il n'y a pas de raison d'être bullish sur le Russell 2000, donc envisager un retour à 1750, c'est tout à fait possible. S'il y a des indices, des actifs sur lesquels vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à les poser dans la boîte de questions, hein, et puis voilà, j'y répondrai en live.
Je vais passer aux indices européens. C'est le même constat. Hein. On a, enfin, d'un point de vue macro, ralentissement économique, voire même sans doute plus important en zone euro qu'aux États-Unis au vu de la crise en Ukraine. Et une normalisation de la politique monétaire de la BCE et même de toutes les banques centrales. Donc, ça fait pression. Hein. Quand la Fed normalise sa politique monétaire, ça fait pression sur tous les indices de toutes les places, de marché. La seule exception peut-être, c'est la Chine. Voilà, le marché chinois. Et si on regarde les corrélations, eh bien, le marché chinois n'est pas du tout, en tout cas très très peu corrélé au marché américain, alors que tous les marchés occidentaux, toutes les bourses occidentales sont influencées par Wall Street. Donc, voilà, si vous êtes bearish d'un point de vue macro sur les États-Unis, du coup, vous êtes bearish sur tous les indices boursiers, à part les marchés émergents. Voilà, alors, ensuite, on va passer au SMI et au DAX. Alors, voici le CAC 40 en hebdo. Donc, on voit qu'on a eu une belle correction ces dernières séances. Qui n'a pas commencé avec l'invasion de la Russie en Ukraine. Hein. Ça a commencé plus tôt. Hein. Ça a commencé en janvier avec les indices américains. Et à l'époque, souvenez-vous, c'était parce qu'on avait les taux qui remontaient. Donc, normalisation de la politique monétaire, ça commençait à faire pression sur les indices. Et ensuite, on a eu l'invasion qui a fait le coup de grâce. On a eu une pseudo-capitulation parce qu'on a un rebond en ce moment. Donc voilà, le marché reprend la hauteur. Les opérateurs reprennent un petit peu confiance dans la situation en Ukraine. Ils semblent plus ou moins tabler sur une amélioration de la situation. Pas forcément un accord, mais en tout cas, il y a un certain optimisme. C'est pour ça qu'on a ce rebond qui n'est pas vraiment visible sur le marché américain. Donc voilà, on a un rebond, un beau rebond, 15%, 10-15% sur le CAC 40 si on parle du point bas au point haut, c'est 16%, c'est énorme. Maintenant, pour les raisons que j'ai citées, on dépasse cette résistance, cette ligne de coup d'épaule tête épaule, épaule tête épaule. Donc voilà, sous cette ligne de coup, les perspectives sont clairement baissières. Et je pense que quand on a un retour à ce niveau de prix là, c'est un ratio risque-rendement qui est plus qu'intéressant pour passer à la vente. Et viser les récents plus bas, voire même davantage. Les niveaux en dessous, c'est quoi? C'est 5500, 5314. 5314, c'est le niveau de prix du CAC 40 avant que les vaccins anti-Covid aient été trouvés. Voilà. Donc, une technique avec Heikin Ashi pour changer de tendance, trader les tendances, c'est quand on a un changement de couleur de chandelier, eh bien, ça signale un renversement de tendance. Donc, là, à la rigueur, ce qui peut être fait, c'est d'attendre qu'on ait un chandelier rouge Heikin Ashi pour se positionner à la vente. L'idéal, ça serait qu'on ait qui clôture proche, que ce chandelier rouge clôture proche les 6733 points pour pouvoir mettre un stop légèrement au-dessus et voilà, avoir une belle marge de progression à la baisse. Ça serait l'idéal. Maintenant, si on a un chandelier rouge qui se forme alors pas aujourd'hui, c'est peu probable vu la hausse qu'on a, mais si ça se fait lors des prochaines séances, peut-être après la Fed, hein, la Fed est attendue dans 35 minutes. Donc voilà, ça se trouve demain, après-demain, on aura un chandelier rouge. Dans ce cas-là, il faudra peut-être profiter de ce chandelier rouge pour anticiper, envisager plutôt un retour au récent plus bas vers 5700, 5800. Voilà, en tout cas, on va dire le juge de paix pour la tendance de fond, c'est les 6733 points, la ligne de coup de la figure en tête et épaule. Pas sur le SMI. Le SMI, c'est beaucoup mieux comporté que les autres indices européens, probablement parce que l'économie suisse est moins exposée à l'économie russe. Je ne suis pas spécialiste, donc c'est une supposition. En tout cas, ça ne m'étonnerait pas. Donc voilà, le SMI a bien résisté. Maintenant, il est quand même en belle baisse. Hein. On a une belle correction. On a eu deux impulsions baissières. On avait deux jambes de baisse. La première, comme j'ai expliqué, c'était parce qu'on avait
l'envolée des rendements obligataires de court terme et la seconde avec l'invasion. Donc, première impulsion. Donc là, on a une espèce en vague d'Elliott. Si vous connaissez vague d'Elliott, on a une vague collective A, B, C. Donc, peut-être la fin d'une vague corrective avant une impulsion haussière. Voilà, ça reste encore à déterminer. En tout cas, d'un point de vue technique, le niveau de prix majeur, c'est les 12 000 points. On voit que c'est à peu près la ligne de coup de la figure de retournement tête-épaule. Vous aurez constaté que sur quasiment tous les indices boursiers, on a des têtes et épaules qui ont été formées ces dernières semaines. Donc, voilà, c'est quand même ce sont des signaux forts lorsque ça apparaît sur tous les indices. Donc, voilà, ligne de coup à peu près 12 000 points. Bon, elle est discutable, cette ligne de coup, ça peut être 12 050 pour certains. Voilà, 12 000 points, c'est le niveau de prix à surveiller. Si on a un passage au-dessus des 12 000, pourquoi pas anticiper un retour à 12 420 pour éventuellement repasser à la vente. Voilà. Après, un retour au-dessus des 12 420 serait très surprenant au vu de la macro que j'ai expliqué. Je pense vraiment pas qu'on retournera au record du début d'année sur les indices boursiers. Ça serait très, très surprenant au vu de la macro. En tout cas, pas avant qu'on ait soit une récession de l'économie américaine, mais auquel cas, ça coûte normalement 30% aux indices boursiers. Donc, le double de ce qu'on connaît depuis le début de l'année. Concrètement, les indices, ça dépend, mais ils sont globalement en baisse de plus ou moins 15%. Donc, voilà, vous imaginez, si on a 30% de baisse sur les indices, on aura encore beaucoup de baisse à trader. Voilà, donc retour au plus haut, c'est possible, mais en fin d'année, si on a connu une récession, qu'on a eu une chute de 30% et que les banques centrales redeviennent accommodantes, dans ce cas-là, oui, pourquoi pas, on aurait un retour au record sans politique monétaire qui redeviendrait accommodante ou sans réaccélération des économies européennes et américaines. D'un point de vue probabilité, c'est très, très, très peu probable. Tout est possible, mais les probabilités ne sont pas du tout dans de ce côté-là. Donc, je pense vraiment pas qu'il faut avoir une mentalité de buy the dip qu'on ait pu avoir ces 2 dernières années. Voilà, faut être très prudent sur les replis. Donc, SMI perspective baissière. Pareil, on peut attendre un chandelier rouge de Heikin Ashi pour repasser à la vente et viser les récents plus bas dans un premier temps, et éventuellement plus bas. Ensuite, c'est sur du plus long terme, mais on a des niveaux de prix comme les 10 844 points, 10 528. Tous ces niveaux-là sont possibles avant la fin de l'année. Pour donner un ordre d'idée, 30% de baisse du SMI par rapport au record, c'est plus bas que les 9500. 9500, on arrive à 27% de baisse. Donc, c'est déjà très, très bas. Mais voilà, ça donne une idée d'où est-ce qu'on pourrait aller. Alors, je ne dis pas du tout qu'on ira chercher les 9500 points. Ça se trouve, on n'aura pas de récession de l'économie américaine et même européenne. Mais le simple fait qu'on ait le ralentissement, ça justifie une baisse de 20% des indices. Voire même 20-25%. Voilà. Donc, rien que 25% par rapport au plus haut, on voit 25, c'est au moins 10 000 points. Donc, on peut retourner à 10 000 points avant d'avoir un retour à 13 000. Passons sur le DAX allemand. Alors lui, le DAX, c'est encore pire parce que vous savez que sa composition, c'est beaucoup d'œuvres industrielles, c'est beaucoup de voitures automobiles, de fabricants automobiles et beaucoup d'industriels. Sauf que le secteur auto est sous pression. Alors le carnet de commandes, il y a un manque de voitures, surtout aux États-Unis. On voit que voilà, il y a vraiment une très faible, un inventaire très faible de voitures, excusez-moi, c'est la fin de journée. Donc on va dire le carnet de commandes est bien plein pour les fabricants automobiles, mais il y a un gros problème de production.
pénurie de semi-conducteurs, 2, l'envolée des matières premières qui a forcément un impact sur les marges, et 3, l'inflation des salaires. Alors, c'est beaucoup moins, enfin, c'est peu présent en Allemagne, mais ça l'est quand même plus qu'il y a 1 an ou 2. Donc voilà, tout ça, c'est mauvais pour les valeurs cycliques. Et en plus de cela, hein, voilà, le DAX, ça doit être l'indice allemand, il est très corrélé au cycle économique américain. Voilà, si vous superposez pareil le DAX avec l'ISM manufacturier, excusez-moi, c'est pas Twitter que je veux l'ouvrir, c'est le Russell 2000. Donc, je vais remplacer le Russell, je vais garder l'ISM. Et vous voyez, dès qu'on a le ralentissement économique américain, le DAX est sous pression. Et même période où le DAX, on va dire, s'est décorrélé du ralentissement économique, c'est parce qu'on a eu une intervention des banques centrales. Ici, c'est parce qu'on a eu la BCE qui a lancé en janvier 2015 un nouveau QE. Donc, on voit, on a eu une envolée qui a duré 1 mois, 2 mois, pardon. Mais ensuite, vous voyez que le DAX a repris le chemin, le cycle économique. Enfin, il s'est recorrélé au ralentissement économique. 2018, pareil, ralentissement économique, baisse du DAX. Et le seul moment où on a eu rebond, c'est parce que la Fed a changé de cap, a retourné sa veste. Donc, voilà. Peut-être cette fois, c'est différent. Je ne le pense pas. Donc, date, perspective baissière. Donc, ce qui m'intéresserait pour le DAX, c'est qu'on ait un retour vers ce niveau de prix, les 4800 points. Ça serait très intéressant pour passer à la vente. Voilà, passer à la vente, envisager un retour à 12 400 points et même éventuellement plus bas si on tombe en récession aux États-Unis. Plus important pour les indices boursiers, c'est l'économie américaine, hein, c'est pas l'économie de la zone euro. Bien qu'elle ait une influence, c'est pas la plus importante. Mais voilà, si on a une récession américaine, c'est retour sous 12 000 points facilement. Ouais, le DAX, on peut retourner à, là on a déjà fait quoi, 23% sur le plus bas. Vous voyez, ce niveau de prix-là, 11 500, c'est pas impossible si on a une récession américaine. Donc, perspective baissière sur le moyen terme. Sur les indices, hein, vous l'aurez compris, je suis baissier. Ce que j'attends, c'est vraiment un retour sous résistance pour repasser, short et même renforcer certaines positions. Voilà. D'un point de vue chartiste, je n'ai pas introduit, mais là, on voit qu'on a eu également une épaule tête-épaule discutable. Hein, ça peut être également un double top. Vous voyez. De toute façon, dans les deux cas, l'objectif de l'épaule tête-épaule ou du double top a été atteint puisqu'il était à peu près à 11 800 points. Donc, voilà, il a largement été dépassé. Donc voilà, en dessous de cette ligne de coup, en dessous des 15 000 points, la tendance de fond est indiscutablement baissière. Je vais passer sur les commodities très rapidement. Ensuite, je ferai quelques devises et quelques cryptos. N'hésitez pas, hein, si vous avez un actif favori que vous voulez que j'analyse ou un commentaire, n'hésitez pas à le mettre dans la boîte des questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. L'or, on a eu un spike hein, avec l'invasion de la Russie en Ukraine. Ce qu'il faut comprendre, pour vraiment faire une parenthèse macro, c'est que l'or et le pétrole, à court terme, sont corrélés. Pourquoi? Parce que dès qu'on a le pétrole qui monte, on a les anticipations d'inflation qui augmentent fortement. Donc, du coup, les taux réels qui baissent et l'or en profite. Voilà. Et inversement, dès qu'on a le pétrole qui baisse, les anticipations d'inflation baissent, les taux réels montent et donc c'est la pression sur l'or. Voilà. Donc, les deux sont corrélés à court terme. Ils ne vont pas maintenir cette corrélation tout au long de l'année. C'est vraiment quand on a de la volatilité sur le pétrole, qu'elle soit positive ou négative, qu'on a une corrélation entre les deux. Si le pétrole est peu volatile, ça ne va pas vraiment avoir d'impact sur les anticipations de l'inflation et donc sur les taux réels et l'or. Donc, dès qu'on a l'or qui est volatile, dès qu'on a le pétrole qui est volatile, on va avoir le même impact sur l'or. Donc, si on a la volatilité haussière sur le pétrole, on va avoir la volatilité haussière sur l'or.
Donc l'or, voilà, hein, c'est pieds-poings liés au cours de pétrole, et les cours de pétrole sont pieds-poings liés à la situation en Ukraine. Donc ça, je peux pas vraiment faire d'anticipation. Maintenant, d'un point de vue cyclique, parce que vous l'aurez compris, hein, je fonctionne beaucoup au cycle économique. Le pétrole ne déroge pas à la règle. Hein. Le pétrole, c'est un actif cyclique. Lorsque on a un ralentissement de l'économie américaine, on a très souvent le pétrole qui corrige. Donc, voilà, je ne serais pas étonné de voir le pétrole corriger ces prochains mois. Maintenant, quand? Voilà, ça va beaucoup dépendre de la crise en Ukraine. Hein. Si la situation empire, on aura un rebond avant une correction. Maintenant, si on a un accord de paix, à mon avis, et que, parce qu'un accord de paix ne suffit pas, si on a un accord de paix et que le pétrole russe est de nouveau accepté par les Occidentaux, et même le gaz, etc., dans ce cas-là, le pétrole chutera. Et donc, l'or chutera également. Voilà, donc j'ai plutôt des perspectives baissières sur l'or et le pétrole, pour la raison cyclique que j'ai citée. Maintenant, à court terme, voilà, c'est la situation en Ukraine qui dictera la tendance. Donc, difficile à dire. D'un point de vue technique, en tout cas, on voit qu'on a quand même quelque chose qui ressemble à un retournement, un renversement. Le cours de l'or et le pétrole également a corrigé toute la hausse provoquée par l'invasion d'Ukraine, parce que l'invasion d'Ukraine, c'était le 24 février. Voilà, donc c'était ce niveau de prix-là, et vous voyez que on est revenu à ce niveau de prix. Donc voilà. Pour le moment, c'est neutre hein, pour le pétrole, mais dans le fond, c'est plutôt baissier. On voit d'ailleurs qu'on a eu le pro qui a été fait à 2075 $, qui correspond au sommet de 2020, qui a été atteint lorsque les taux réels étaient au plus bas. Et là, ça a été atteint lorsque les taux réels étaient revenus à leur plus bas de août 2020. Donc voilà, les taux réels sont vraiment essentiels pour trader l'or. Il y a une corrélation même de 92%. J'avais mesuré ça sur 15 ans à peu près. Donc 95% de corrélation négative, évidemment, entre le cours de l'or et les taux réels. Donc lorsque les taux réels augmentent, les obligations deviennent plus attractives. Donc du coup, les investisseurs lâchent l'or pour les obligations. Inversement, lorsque les taux réels diminuent, les obligations sont moins attractives et donc l'or en profite. Donc, étant donné que les taux réels sont bas, très bas, et que la normalisation de la politique monétaire va normalement les faire remonter, donc du coup, l'or devrait être sous pression. Voilà. Donc, retour à cette oblique au cours des prochaines semaines, si on n'a pas de dégradation de la situation en Ukraine. Si on a une dégradation de la situation en Ukraine, on peut revenir facilement à 2000 $, voire même 2075. Maintenant, honnêtement, je pense qu'un retour à ce niveau de prix sera assez intéressant pour passer short, parce qu'on voit que au pire des inquiétudes qu'on a eues avec la situation en Ukraine, on n'a pas dépassé ce seuil. Donc, ça veut dire qu'on a quand même une force vendeuse importante à ce niveau de prix-là. Donc, un retour au-dessus de 2000 $ sera un niveau de prix intéressant pour passer à la vente. Pour passer à la vente sur du moyen long terme. Évidemment, vous l'aurez compris, à court terme, c'est vraiment la situation géopolitique qui va dicter le cours. Pétrole, même topo. Hein. Pardon. Pétrole, c'est ça. Voilà. Vous voyez, même topo. Pétrole est revenu à son niveau d'avant invasion, avec un plus haut à environ 130 $ le baril WTI. Perspective de fond baissière. Donc, à moyen long terme, je ne serais pas étonné de le voir revenir à 70 $, surtout que le consensus aujourd'hui est extrêmement bullish. Hein. On voit sur tous les plateaux, les journaux, enfin tous les médias, c'est le pétrole peut atteindre 200 $, etc. Donc, consensus extrêmement bullish. Le marché ne suit jamais le consensus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir à 130 $. Hein. Tout est possible sur court terme. Mais voilà, à long terme, voilà, par si la situation, si la crise, s'intensifie en Ukraine, on aura
on aura normalement une baisse. En 2018, mince, désolé, j'ai le réflexe de passer sur Google Chrome pour faire voir TradingView. Voilà. En 2018, on voit qu'on avait une chute du pétrole avec le ralentissement économique. Et que, en même temps que les indices, le pétrole avait rebondi en décembre 2018 parce que la Fed avait changé de politique monétaire, était redevenue accommodante. Donc voilà, je ne crois pas à une dérogation à la règle, sauf sur le court terme, en raison des tensions géopolitiques. Donc les niveaux de prix à surveiller, les supports, ça va être quoi? Ça va être 85 $ le baril. Ça peut être atteint très rapidement si le marché commence à avoir des craintes au niveau de l'économie. Pour le moment, on n'a pas vraiment de crainte de récession. On commence tout juste à en parler, mais c'est pas du tout encore le consensus. Donc voilà, ça sera le consensus. À mon avis, au niveau du deuxième trimestre, fin du deuxième trimestre, ça commencera à devenir le consensus. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, c'est très marrant. Hein, le marché et les économies sont très cycliques et sont très corrélés. Les révisions du consensus est extrêmement corrélé à l'ISM manufacturier. En d'autres mots, quand on a l'ISM manufacturier qui augmente, on a le consensus qui devient de plus en plus bullish, donc qui revoit de plus en plus à la hausse ses anticipations de croissance, d'inflation, etc., etc. Et dès qu'on a l'ISM manufacturier qui baisse, on a le consensus qui commence à réviser à la baisse ses anticipations de croissance, d'inflation, etc. Donc voilà, le marché est très cyclique. Il ne faut vraiment pas l'oublier quand vous tradez sur du moyen long terme. Et même les économistes le sont. Donc voilà, le consensus est extrêmement bullish parce qu'on a la situation en Ukraine, mais on n'a pas du tout de target vraiment baissière sur le pétrole, en tout cas que je n'ai pas vu sur publiquement. Donc je suis davantage axé sur la baisse du pétrole que sur la hausse. Alors, quelques devises, l'euro-dollar. L'euro-dollar, bon, ça consolide. Pareil, d'un point de vue cyclique, c'est plutôt baissier. Hein, lorsqu'on a un ralentissement de l'économie américaine, c'est plutôt négatif pour l'euro-dollar, même si ça c'est pas forcément cohérent. Hein. On pourrait imaginer que lorsque l'économie américaine ralentit, bah, du coup, c'est négatif pour le dollar et donc c'est positif pour l'euro. Non, parce que dès qu'on a une baisse dès qu'on a un ralentissement de l'économie américaine, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a une baisse de la consommation. Vous savez que les Américains sont des importateurs de toutes les grandes régions du monde. Donc, dès qu'on a les Américains qui consomment moins, on a les Allemands qui exportent moins, on a les Chinois qui exportent moins, et donc les économies européennes et chinoises qui sont moins en forme. En tout cas, ça peut être l'une des raisons. Je peux l'expliquer. Voilà, donc je suis pareil. J'ai plutôt un avis fondamentalement baissier sur le dollar sur le moyen long terme. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une surprise hawkish de la part de la BCE. Ça a été le cas la semaine dernière. On a eu quelques commentaires hawkish, mais bon, je pense que la Fed va être beaucoup plus hawkish et que le marché n'a pas encore totalement pricé les hausses des taux ou le commentaire hawkish. Je pense que le marché sous-estime la volonté de la Fed de normaliser sa politique monétaire. Donc, je pense qu'il y a encore de la marge pour que les taux courts augmentent et donc que le dollar se renforce. En plus de cela, lorsqu'on a des périodes d'aversion de risque, c'est positif pour le dollar, c'est positif pour le dollar parce que c'est une devise refuge et donc c'est la pression sur l'euro. Voilà. En tout cas, les arguments pour passer bullish sur l'euro, ça serait uniquement si la BCE dit haut et fort qu'elle va remonter ses taux 2-3 fois cette année ou que la crise en Ukraine s'améliore. Si on a une nette amélioration de la situation en Ukraine, ce sera positif. Enfin, le marché va revoir à la hausse ses anticipations pour la zone euro et donc sera positif à court terme pour l'euro. On pourrait anticiper un retour au niveau d'avant invasion qui était aux alentours des 1,12. Vous voyez, le 24 février, c'était 1,12. C'était la date d'invasion de la Russie en Ukraine. Donc, voilà, on pourrait à la rigueur avoir un retour à 1,12, mais sinon, ça risque baissier. Donc, même stratégie que pour les indices, c'est-à-dire que dès qu'on a un retour sous des niveaux de résistance plus ou moins importants, c'est de passer plutôt à la vente.
Voilà. Et éviter de trop être bullish lorsqu'on a l'euro qui revient sur un support. Parce que dans ce contexte, les supports me semblent en tout cas plus fragiles que les résistances. Voilà, donc l'euro, là, à court terme, on est soutenu par une oblique. Si on a un repli sous cette oblique, ça sera un signal baissier en faveur d'un retour jusqu'au récent plus bas à 1,08. Pour passer bullish d'un point de vue technique, il faudrait un dépassement, voilà, un retour au-dessus de ce niveau de prix-là. On voit que ça avait fait office de support fin janvier. Au lendemain ou jour même de l'invasion de la Russie en Ukraine, un rebond temporaire avant une baisse. Voilà, donc si on a un retour au-dessus de 1,1121, ça serait plutôt bullish pour l'euro. On aurait éventuellement un retour à 1,14, 1,15 au mieux du mieux. Euro CHF, me demande-t-on. Alors, on peut y passer. Euro CHF. Euro CHF, bon, bah, il y a quelqu'un qui défend la parité. Hein. Je pense que tout le monde sait c'est qui. C'est la Banque nationale suisse. C'est une supposition, hein, mais ça ne m'étonnerait pas. Hein. Psychologiquement, ça serait incroyable, mais ce qui semble logique en même temps, hein, qu'on ait un euro plus faible que la France, que le franc suisse. Donc voilà, l'euro CHF en dessous de la parité, fondamentalement, ça se justifie parce que, bah, vous le savez, hein, on a l'économie suisse qui est beaucoup plus résilient, qui a une croissance pas forcément plus forte que la zone euro, mais voilà, c'est plus résilient, taux de chômage très faible, beaucoup moins d'incertitudes géopolitiques, donc enfin, même aucune tension géopolitique entre la Suisse et n'importe quel pays. Donc voilà, le franc suisse, c'est la devise qui va, je pense, sur le long terme, continuer à s'apprécier. Maintenant, si on a la BNS qui veut défendre la parité, elle le défendra et on n'aura pas de baisse sous la parité tant que la BNS défendra ce seuil. Rappelez-vous le seuil des 1,20, pour ceux qui ont connu, hein, enfin, les Suisses, hein, si vous êtes Suisse, vous connaissez ce seuil, 1,20, le seuil que la BNS défendait pendant de nombreuses années, taux plancher. Et ensuite, elle l'a abandonné parce que pour des raisons, bah, c'était trop difficile à le défendre. Et en plus, il y avait, bah, ça se justifiait pas parce que la BNS en fait voulait promouvoir un franc faible par rapport à l'euro, permettant de booster ses exportations. Mais en même temps, ça ralentissait l'inflation qui était déjà très faible. Mais bon, elle a dû abandonner ce taux plancher. Du coup, voilà, le franc a bondi. Mais voilà, il ne faut pas sous-estimer la volonté de la BNS à défendre un taux. Si elle veut défendre la parité, elle le fera pendant longtemps. Donc, attention à ne pas jouer avec ou contre la BNS dans les deux sens. Je ne dis pas qu'il faut payer à tout prix la parité. Ça peut être un jeu dangereux comme c'était le cas en 2015. Donc voilà, il faut être très prudent sur l'euro CHF dès qu'il revient à la parité. Il ne faut pas forcément l'acheter à tout prix parce que ça se trouve, la BNS ignore le taux plancher et ignore la parité et ça se trouve, elle ne le défend pas du tout. C'est possible qu'elle ne le défende pas. Mais bon, je pense qu'elle le défend. Voilà, donc l'euro CHF, pour moi, en tout cas, d'un point de vue technique, on a un rebond. Si on passe en chandelier japonais, rapidement, parce que là, c'est intéressant d'un point de vue des chandeliers, on voit qu'on a une belle étoile du matin. Normalement, une étoile du matin, on devrait avoir un gap, puisque c'est le Forex, vous savez que c'est ouvert 24 h sur 24, donc on ne peut pas avoir de gap, à part les gaps du week-end. Donc voilà. Dans l'esprit, il faut y aller toujours dans l'esprit, on a une épaule du matin. Donc c'est une figure de retournement haussière. Et c'est toujours boule, on voit les chandeliers sont boules. On clôture proche des plus hauts du jour. Vous voyez les mèches au-dessus du chandelier, au-dessus du corps du chandelier, pardon, sont peu présentes. Donc ça, c'est un signal qui est bullish. Ça veut dire que les acheteurs la pression acheteuse est très importante. Donc là, pourquoi pas un retour à 1,06, hein. C'est tout à fait possible. Tant qu'on a un certain regard d'optimisme sur la situation en Ukraine, c'est tout à fait possible. Voilà, maintenant, je pense que si on a un retour à 1,06, ça peut être
à un niveau de prix intéressant pour chercher à se positionner à la vente. Je dis bien pour chercher, faut pas automatiquement vendre, shorter une résistance. C'est un niveau de prix qui doit attirer l'attention pour chercher des signaux de vente. EuroGBP, me demande-t-on. EuroGBP, très compliqué ces derniers temps. On est, d'un point de vue technique, dans un canal baissier. Donc, on va dire que la tendance de fond est baissière. Pourquoi? Fondamentalement, ça se justifie par le fait qu'on a une banque d'Angleterre qui est beaucoup plus hawkish que la Banque centrale européenne. La Banque d'Angleterre remonte ses taux depuis décembre. Elle l'a fait en décembre, début février. Elle va le faire demain. Elle va le faire à chaque meeting jusqu'à la fin de l'année. Alors que la BCE, elle va éventuellement remonter son taux pour la première fois à la fin de l'année. Enfin, pour la première fois depuis près de 10 ans. Enfin, plus de 10 ans. Donc, voilà. On a une politique monétaire qui est beaucoup plus agressive au niveau de la Banque d'Angleterre qu'au niveau de la BCE, ce qui justifie la tendance baissière. Et en plus, je pense qu'également, on a une économie britannique qui s'avère plus résiliente que prévu par rapport à l'impact du Brexit. Les gens s'attendaient à ce que le Brexit soit une catastrophe au Royaume-Uni. On regarde les niveaux de croissance, on regarde les niveaux de taux de chômage. Bon, c'est pas catastrophique du tout. L'économie britannique continue d'être très forte. Elle s'est sans doute fragilisée, mais elle continue d'être forte. D'ailleurs, la France, le Royaume-Uni continue de se battre pour la 5e place, 5e puissance économique. Ça se joue à quelques dizaines de milliards de dollars. Donc, au final, la France, même avec le Brexit, la France n'arrive pas à repasser au-dessus du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni était repassé au-dessus de la France il y a quelques années. Donc voilà. Le seul hic qu'on pourrait dire par rapport au Brexit, le gros impact du Brexit sur l'économie britannique, c'est l'inflation. On voit que l'inflation au Royaume-Uni a été quand même très forte, quoique en zone euro, elle est également très forte. Mais je pense qu'il y a quand même eu un impact au niveau des importations, parce que l'inflation a commencé bien plus tôt au Royaume-Uni qu'en zone euro. On a une inflation forte au Royaume-Uni depuis plus de 6 mois, même un an, il me semble. Donc voilà. Donc l'euro GBP, tendance baissière. Tant qu'on est dans ce canal baissier, il n'y a pas de raison de passer à l'achat sur le moyen long terme sur l'euro. Par contre, vu comment on a une évolution en dents de scie, je pense que l'euro GBP se trade facilement dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on peut autant être long sur le court terme que short sur le court terme. Et du coup, quand on a une évolution comme ça en dents de scie, on n'a pas une tendance très claire, ou en tout cas très marquée, le RSI ou le stochastique, les oscillateurs sont des indicateurs techniques assez pertinents à utiliser. Donc voilà, si on affiche un petit stochastique, voilà, donc 14, moi j'aime bien utiliser 14,55. Ces paramètres-là. Bon, vous connaissez le principe du stochastique, dès qu'on a la ligne K croise à la baisse la ligne D, c'est un signal baissier. Et l'idéal, c'est qu'on ait ce croisement au-dessus de 80. Dès qu'on a ce croisement au-dessus de 80, c'est un signal baissier. Et lorsqu'on a ce croisement en dessous de 20, c'est un signal haussier. Donc forcément, c'est pas une stratégie qui est gagnante à tous les coups. Mais quand on a une évolution en dents de scie comme ça, les probabilités de gain sont beaucoup plus élevées. Lorsqu'on a des tendances très marquées, c'est difficile d'être long, d'alterner entre long et short. Là, c'est un environnement qui me semble idéal pour trader les oscillations, tout simplement. Donc, si on a un retour vers 0,85 ou qu'on a un croisement à la baisse du stochastique, c'est un signal baissier. Et en plus, pour filtrer un peu les chandeliers, vous pouvez repasser en Heikin Ashi. Et là, vous aurez quelque chose d'assez intéressant. Ça peut donner des idées si vous n'avez pas de stratégie trading, si vous cherchez un peu des stratégies. Bien sûr, aucune stratégie d'analyse technique ne fonctionne dans tous les environnements de marché. Donc, c'est important de savoir dans quel environnement votre stratégie fonctionne. Là, ce que je partage, c'est plutôt une stratégie de range ou
canal, enfin de fortes oscillations du marché. Encore une fois, lorsqu'on a des fortes tendances, trader les oscillations ne fonctionne pas. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, par exemple, une idée de stratégie, hein, c'est voilà, de passer long lorsqu'on a un K qui devient au-dessus de D, enfin en gros qu'on ait un signal haussier du stochastique et qu'en plus on ait un changement de tendance et Kinashi. Donc là, par exemple, ce fut ici, vous voyez, K qui est au-dessus de D et le chandelier Kinashi qui est vert. Dernier signal de vente, donc vous voyez K qui est suracheté, ensuite qui passe sous D et le premier, et qu'ensuite on a un chandelier rouge. Voilà. Donc là, signal de vente, etc., etc. Donc là, le prochain signal, ça doit être un signal de baisse. Donc ce qu'il faudra attendre, c'est que K passe en dessous de D et qu'on a un chandelier rouge. Voilà. Et dans ce cas-là, on pourra anticiper un retour au récent plus bas. Parce que vous voyez qu'à chaque fois qu'on a une impulsion baissière, vu que la tendance de fond est baissière, et ben on a un retour un petit peu plus bas que le précédent. Donc, un objectif, ça peut être de viser le précédent plus bas. Donc là en l'occurrence, c'est à peu près 0,82. Alors, rebond des derniers jours, oui, insignifiant selon moi, il n'y a pas de changement des fondamentaux. Et la BOE va être, encore une fois, très agressive en matière de hausse des taux. Et c'est pas impossible que la BOE remonte ses taux de 50 points de base en un meeting. Normalement, c'est des incrémentations de 25 points de base. Mais elle peut faire comme pourrait le faire la Fed également cette année, c'est-à-dire profiter d'un meeting pour remonter ses taux de 2 fois, c'est-à-dire 2 fois 25 points de base, 50 points de base. Voilà. Donc, ouais, il y a peut-être des surprises au quiche de la part de la BOE si l'inflation s'avère plus persistante que prévu. Et à mon avis, elle le sera. Pourquoi? Parce qu'on a les prix des énergies qui se sont envolés. Et les dernières anticipations de la BOE ont été publiées avant l'envolée des cours de pétrole, enfin de la récente envolée des cours de pétrole, des métaux, des matières premières agricoles. Hein, je pense que vous avez tous entendu parler du blé, qui a doublé sur les marchés en l'espace de quelques mois, vu que la Russie et l'Ukraine sont les greniers, enfin, on appelle ça les greniers de graines. Donc voilà, on va évidemment avoir une inflation qui sera plus persistante que ce que prévoyaient les banques centrales il y a quelques mois et tous les économistes, ce qui est normal parce que personne n'anticipait une invasion de la Russie en Ukraine. Donc voilà, c'est possible qu'on ait une banque d'Angleterre plus agressive que ce que prévoient actuellement les opérateurs. Voilà, donc je pense que la tendance de fond va rester baissière au moins ces prochains mois. Peut-être que cet été, ça peut changer si la BCE se rend compte que l'inflation est vraiment plus persistante que prévu. Dans ce cas-là, elle pourrait vraiment remonter ses taux dès le mois de septembre ou d'octobre. Je passe au niveau des crypto-monnaies. Il est 19h, dans 2 minutes, il y a la Fed. Donc on va louper, je vais louper une partie de la Fed, c'est pas grave. Le plus important pour ce soir, c'est la conférence de presse de Jérôme Powell, hein, parce qu'on sait qu'on va avoir une hausse des taux de 25 points de base. En tout cas, c'est ce qui est attendu. Donc voilà. Par contre, on a les dot plots, les nouvelles projections de taux pour les prochaines années. Et là, à mon avis, on peut avoir des belles surprises haussières. Donc ça peut s'agiter quand même dans 1 minute. Mais bon, on n'est pas là pour parler de cela. On parle du Bitcoin. Le Bitcoin, pour moi, comment je vois le Bitcoin, c'est une tech avec un bêta de 5. Donc, dès qu'on a une hausse des taux, des rendements obligataires, on a le Bitcoin qui est sous pression. En plus, là, il y a des gens qui analysent des cycles du Bitcoin. C'est qu'il y a des cycles d'à peu près 3-4 années, avec le début d'un bull market plus ou moins le début, qui commence après le halving. Le halving, le prochain est en mars 2024. Donc, à mon avis, cette année, vu que c'est un actif risqué, le Bitcoin, qu'il est également sensible à la liquidité. Si on a une baisse de la liquidité des banques centrales, on a une baisse des crypto-monnaies, parce que, comme tout nous disait ce qu'on entendait de la part des cryptophiles, c'était que les crypto-monnaies s'envolaient en 2021 parce que les banques centrales injectaient de la liquidité comme s'il n'y avait pas de lendemain. Donc forcément, s'il y a l'inverse qui se produit, si les banques centrales normalisent leur politique monétaire, du coup, c'est plutôt négatif pour les crypto-monnaies. On ne peut pas être
bullish lorsque les banques centrales impriment et bullish lorsque les banques centrales normalisent. En tout cas, c'est pas très logique. Donc, voilà, de ce point de vue-là, moi, je suis plutôt baissier. Donc, je m'attends plutôt à une sortie par le bas de ce triangle-là. Maintenant, s'il y a une sortie par le haut, bah, ce sera un signal haussier. Hein, voilà. On aura un signal haussier qui ouvrirait la voie à un retour jusqu'à 58 000 $. Mais voilà, plutôt bearish Bitcoin. Je pense qu'on peut atteindre 30 000 $ assez facilement ces prochaines semaines, surtout si on a une nouvelle baisse des indices boursiers. 30 000, et on peut enfoncer 30 000 si on a des craintes voilà, de récession. Vous me direz que ça n'a pas vraiment de lien entre une récession américaine et le Bitcoin. Bon, je peux l'entendre, mais voilà, en 2018, excusez-moi, si je reviens en 2018, foutu graphique, faut que j'enlève le. Désolé pour la notification, ça c'est la Fed. Hop. Alors, je vais essayer de revenir en 2018 si mon graphique veut bien. Ah, je vois que j'ai pas assez d'historique, donc je vais mettre en hebdo. Hebdomadaire, voilà. Donc ça, c'est pas très important. Voilà, on voit 2018, on a une chute en novembre et décembre, une chute qui coïncidait avec le chute des indices boursiers internationaux, hein, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, parce qu'on avait des craintes de récession de l'économie américaine. Et on a eu un point bas qui a été marqué lorsque la Fed a changé sa politique monétaire. Donc, qu'on le veuille ou non, on a le Bitcoin qui est sensible au sentiment général des opérateurs de marché. Lorsqu'on a des grosses craintes d'un point de vue économique, bah, le Bitcoin semble quand même être sensible. Donc, voilà, si on a des craintes de récession, ce qui est mon scénario, hein, je peux me tromper, hein, c'est le trading, hein, on traite des scénarios, hein, des anticipations. Donc moi, j'anticipe des craintes de récession au cours des prochaines semaines, prochains mois. Si ça a lieu, je vois pas pourquoi le Bitcoin serait à la hausse. Voilà, donc c'est possible qu'on ait une forte accélération baissière ces prochains mois. Pourquoi pas, voilà, un retour vers 20 000 $. Ça m'étonnerait pas. Je dis pas que c'est ce qui va arriver, mais je ne serais pas étonné d'un retour à 20 000 $. En tout cas, si je devais parier sur un sens entre la hausse et la baisse, je serais plutôt baissier sur Bitcoin que haussier. Voilà. Je pense qu'on ira rejoindre 20 000 $ plus rapidement que 60 000. 60 000, 65 000. Donc voilà, d'un point de vue technique, maintenant, c'est bien beau d'avoir un scénario macro. L'analyse technique, c'est ce qui permet d'entrer, sortir du marché. Donc, moi, ce que j'attends, c'est une sortie par le bas du triangle pour viser, dans un premier temps, voilà, 28 000, 30 000 $. Et si on a breakout, 20 000. Je passe sur l'Ether et ensuite, je répondrai à toutes vos questions si vous en avez. Ethereum, même config, hein, exactement la même. On voit voilà, une indécision de la part des investisseurs. Hein, c'est ce que témoigne un triangle symétrique, c'est vraiment de l'indécision. On a des sommets, des creux de plus en plus proches. Voilà, donc c'est vraiment un marché qui est de plus en plus indécis. Et la sortie de ce triangle indiquera la prochaine tendance à suivre. Donc, soit on a une sortie par le haut et auquel cas il faudra anticiper un retour, voilà, 3400, pourquoi pas 4000 à la rigueur, même si, encore une fois, ça me semble peu probable, vu que les banques centrales normalisent et qu'on va probablement avoir des craintes de récession. Mais bon, on ne sait jamais, il faut se préparer au pire. Ou, si on a une sortie par le bas, retour au plus bas de l'année dernière, enfin, au creux de l'été dernier vers 1700, et voire même peut-être 1000 $. 1000 $, c'est quoi? C'est alors ça correspond à aucun niveau précédent, il me semble. Ah si, voilà, 1000 $, donc c'était à peu près le top, voilà, 1400 $, le top de janvier 2018.
Donc voilà, si on a un breakout des 1750, on ira chercher 1420. Et ça correspondrait à une correction d'environ 70% de l'Ethereum. Alors c'est énorme, hein, mais c'est pas du tout unique. Hein. Des corrections de 70% sur le Bitcoin, il y en a eu 4 ou 5. Donc voilà, ce serait pas du tout étonnant. Et à l'inverse, hein, pour ceux qui, pour passer à l'achat, ensuite, ce serait possiblement un niveau de prix assez intéressant. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour des principaux actifs. Je pourrais en faire d'autres, mais voilà, je pense que vous avez compris un petit peu mon point de vue. Et puis l'analyse technique, ce qu'elle dit, hein, c'est plutôt voilà, baissier sur les indices boursiers. L'euro, c'est plutôt indécis à court terme. Enfin, l'euro-dollar, pardon. L'euro GBP, c'est baissier sur la tendance de fond. L'euro CHF, faut se méfier avec la BNS. Et Bitcoin, c'est pareil, c'est indécis à court terme au vu des triangles, mais à long terme, au vu des fondamentaux, je m'attends plutôt à une poursuite de la correction. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais laisser 1 ou 2 minutes pour que vous en posiez si vous en avez. En attendant, je vais passer sur le DXY pour voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau de la Fed. Alors, je vais enlever Eikinashi parce que l'inconvénient, c'est que les chandeliers, le prix de clôture ne correspond pas au même que le prix du marché. Donc, voilà. Si vous voulez avoir le prix, le vrai prix qui est affiché, il faut enlever Eikinashi. Donc là, on voit que, bon, si on se met en 1 heure, on a une petite réaction haussière sur le dollar. Vraiment, ça a l'air d'être plutôt hawkish. Je n'ai pas vu ce qu'a dit la Fed, mais voilà. Et là, je passe sur les indices. Si on se met sur la tech, ah oui, à mon avis, ça devait être plutôt hawkish, puisque la tech baisse. Donc, voilà, réaction baissière. Il y a la conférence de presse dans 30 minutes, dans 23 minutes, pardon, de Jérôme Powell, donc tout peut encore changer. Bon, écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. Ah, si, il y a une question qui vient d'apparaître. Hawkish. Alors, hawkish, c'est un terme anglais hein, qui signifie que la banque centrale est plus, comment dire, est plus ambitieuse en termes de normalisation de sa politique monétaire que ce qui était prévu. Donc, par exemple, si le marché prévoit une hausse des taux de 25 points de base, mais qu'au final, on a 50 points de base de hausse des taux, on va dire que la Fed était plutôt hawkish. Ça peut également être dans la communication. Si le FOMC ou si Jérôme Powell se montre plus, comment dire, volontariste en termes de normalisation de sa politique monétaire, dans ce cas-là, on va dire que le FOMC ou que Jérôme Powell était hawkish. L'inverse de hawkish, c'est dovish. Dovish, c'est quand on a des officieux qui se montrent beaucoup plus accommodants que prévu en termes de politique monétaire. Voilà, hawkish et dovish, exactement. Bon, eh bien, écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. Merci à vous en tout cas pour votre attention. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera pour votre trading. Et voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Soyez prudents avec la Fed, avec Jérôme Powell dans 20 minutes. Ça risque d'être volatile. Donc voilà. Merci beaucoup à toi, Valentin. Merci beaucoup de nous avoir donné tes connaissances par rapport à l'analyse technique. Merci à vous de nous avoir suivis. Encore une dernière chose avant que l'on se quitte, il y a un sondage à la fin, une fois que vous aurez terminé, que vous serez sorti de la présentation. Nous vous remercions de, s'il vous plaît, y répondre. Donc, on vous posera des questions sur ce que vous avez pensé de la présentation, éventuellement par rapport aussi au sujet qui a été abordé.
Et puis aussi, si vous avez des suggestions par rapport au support ou à notre manière de faire ces webinaires, ils sont aussi les bienvenus dans ce sondage. Alors, au nom de toute l'équipe de IG Bank, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.